Bienvenue au château de Compiègne, qui se trouve donc dans le département de l'Oise, au nord de Paris, environ 70 km au nord, et qui est un site qui est lié à la monarchie depuis fort longtemps, puisque les premières occupations royales, si l'on peut dire, remontent au temps des Mérovingiens jusqu'au 7e siècle de notre ère. Et le château, dans la cour d'honneur duquel nous nous trouvons, tel qu'on peut le voir aujourd'hui en tant que bâtiment, eh bien, est l'œuvre de Louis XV et de son architecte Ange-Jacques Gabriel. Nous sommes donc dans la cour d'honneur et toute l'architecture de ce château néoclassique, l'un des premiers grands chantiers de ce style néoclassique en France, est l'œuvre à la fois de Louis XV, de la volonté de Louis XV et de l'architecte Gabriel. Voilà, donc à présent, si vous le voulez bien, nous allons entrer dans le château et vous pouvez me suivre donc pour accéder aux appartements souverains. Voilà, donc nous passons par la salle des colonnes, qui est la véritable entrée du château, dans l'axe de celui-ci. C'est-à-dire que nous prenons le chemin protocolaire, en fait, pour accéder aux appartements. Et donc, depuis la salle des colonnes, on accède à l'escalier d'honneur. Alors, escalier d'honneur qui est l'ancien escalier du roi et qui remonte au XVIe siècle, mais à l'époque de Louis XVI, puisque, en fait, les travaux à Compiègne ont duré longtemps. Ils commencent en 1751 et les gros travaux s'achèvent en 1785-86, juste avant la Révolution. C'est dans ces années qu'est réalisé l'escalier du roi, qui est l'actuel escalier d'honneur. Et depuis cet escalier d'honneur, nous entrons à présent dans la salle des gardes. La salle des gardes qui date également de l'époque de Louis XVI, qui est vraiment l'une des ultimes réalisations de cette période à Compiègne, et qui est en tout cas la dernière salle des gardes construite dans une résidence royale avant la Révolution française. Donc tout le décor date de la période de Louis XVI. La première pièce véritable de l'appartement des souverains, eh bien, c'est la salle à manger de l'empereur, en tout cas actuelle salle à manger de l'empereur, qui en fait mêle plusieurs états, puisque la pièce elle-même, avec son décor peint et ses boiseries, eh bien, ce sont des éléments de la période de Louis XVI. Tout le décor donc date de cette période Louis XVI. Et ensuite, le mobilier est un mobilier du Premier Empire, donc de l'époque de Napoléon Ier, et cette pièce a été utilisée par la suite jusque sous Napoléon III, époque à laquelle remonte par exemple la vaisselle, la verrerie, les candélabres et les biscuits qui sont disposés sur la table à l'heure actuelle. Voilà, depuis la salle à manger de l'empereur, on passe ensuite dans les salons de l'empereur, du souverain, et le premier d'entre eux est le salon des cartes, qui tire son nom des grandes toiles peintes représentant des cartes de la forêt de Compiègne, et qui est un salon qui servait de salon des jeux au Second Empire, puisqu'il est restitué dans son état à Napoléon III. Un salon où l'on venait se divertir pendant la soirée, évidemment, et dans lequel nous avons effectivement des objets un peu singuliers qui servaient au divertissement des personnes invitées par Napoléon III et Eugénie, et en particulier celui-ci, que l'on dénomme, que l'on appelle à l'époque billard chinois,
et qui est en quelque sorte l'ancêtre du flipper, puisque, comme on peut le voir, on jouait avec des petites billes, et ces billes ou boules, il fallait les propulser à l'aide des queues de billard pour les faire remonter et marquer des points en fonction du parcours que l'on faisait, et surtout arriver à faire sonner la cloche de la petite pagode chinoise. Voilà, nous nous trouvons à présent dans la chambre de l'empereur, donc la partie évidemment la plus intime de l'appartement de celui-ci. Donc l'appartement de l'empereur est aménagé pour Napoléon Ier, qui a remis Compiègne dans les biens de la couronne et ordonné à la fois de le restaurer et de le remeubler. Et cet appartement est ensuite utilisé par l'ensemble des souverains français, le dernier d'entre eux étant bien sûr Napoléon III, qui a occupé la même chambre mais avec un mobilier légèrement différent. Donc la chambre de Napoléon est restituée aujourd'hui dans son état du Premier Empire, celui qu'a connu Napoléon Ier, avec un mobilier de bois doré, puisque la chambre est une chambre évidemment de parade, celle d'un souverain, c'est la chambre officielle, et c'est la raison pour laquelle donc, on y trouve principalement du mobilier de bois doré. Celui-ci est dû à Jacob Desmalter, qui est le principal fournisseur de mobilier de Compiègne pour les appartements impériaux, celui de l'empereur et de l'impératrice en tout cas. Et vous voyez que certains éléments du mobilier sont par contre en acajou. C'est le cas du chevet, le sommeau, du lavabo ou athénienne, du petit guéridon également qui sont là. Et du point de vue textile, les soieries à motif de couronnes de feuillage et de symboles impériaux tels que l'abeille sont dans un ton de rouge cramoisi, que l'on va retrouver au moins en partie sur le tapis, qui lui est un tapis par contre du XVIIIe siècle. Celui-ci n'est pas un tissage réalisé spécialement pour la résidence de Compiègne, mais un tapis plus ancien que l'on fait venir du garde-meuble pour la chambre de l'empereur. Alors, la chambre fait partie de l'appartement officiel qui donne sur la terrasse du domaine et le parc, et à l'arrière de ces pièces officielles, Napoléon bénéficiait de ce que l'on appelle le petit appartement, qui est un appartement en fait plus intime et plus privé, avec un certain nombre de pièces, et l'une d'entre elles, la salle de bain, que l'on aperçoit par la porte de communication qui est ouverte. Après la chambre de l'empereur, nous passons à présent dans sa bibliothèque, qui est une pièce d'angle sur la terrasse donc, du palais, du château, et qui est une pièce extrêmement importante aux yeux de Napoléon Ier, puisque, tout le monde le sait, c'est un énorme travailleur. Il arrive à passer jusqu'à 14 heures, 16 heures d'affilée à son bureau, ici en l'occurrence dans la bibliothèque, qui lui fait également office de bureau, puisque cette pièce, qui est certainement la bibliothèque la plus ornée, la plus décorative de l'ensemble des châteaux et palais occupés par Napoléon Ier. Cette bibliothèque, donc, munie d'un mobilier d'acajou, cette fois, qui est toujours l'œuvre de Jacob Desmalter, rehaussé de bois doré ou de bronze doré selon les éléments du mobilier. Cette pièce, donc, a des rayonnages qui sont garnis de livres. Il y a environ 3000 volumes à l'époque de Napoléon Ier. Elle comprend à la fois le bureau particulier de l'empereur, donc ça c'est son bureau personnel, qui est un bureau de type bureau mécanique, puisque on pouvait très facilement faire glisser, en fait, si l'on remontait cette partie-là, on pouvait ensuite faire glisser le tiroir de manière à dissimuler rapidement les papiers, la correspondance sur lesquels on travaillait. Ce type de bureau est particulièrement apprécié par Napoléon Ier et il a un bureau de ce type dans chacune de ses résidences. On va retrouver donc un bureau similaire à Fontainebleau, à la Malmaison, etc.
Et dans la pièce se trouve évidemment un certain nombre d'éléments qui sont liés aux activités que l'on menait dans la pièce, donc les échelles de bibliothèque pour accéder aux livres, mais également, ici en l'occurrence, un second bureau qui est évidemment plus simple, qui est le bureau du secrétaire de l'empereur, qui a été donc très longtemps le baron de Menneval. Voilà donc pour cette pièce dont l'un des éléments capitaux est bien entendu le plafond peint, qui est l'œuvre de Girodet, en tout cas de Girodet seul pour la partie centrale, qui est un tableau à l'huile, une huile sur toile, marouflée sur le plafond, et l'ensemble du décor peint qui est réalisé donc à la peinture sur plâtre, qui est fait par l'atelier Dubois et Redouté, mais d'après des dessins de Girodet. Tout cela évidemment sur le thème des arts, de la science, etc., c'est-à-dire en rapport avec le contenu de la bibliothèque et des ouvrages qui se trouvent ici. Alors, ouvrages dont on précisera peut-être que seule une petite partie d'entre eux sont des ouvrages originaux qui viennent véritablement de Compiègne et de cette bibliothèque, puisque la bibliothèque avait été vidée à la fin du XIXe siècle et que pour la majeure partie de ces volumes, il s'agit d'un dépôt que nous a fait la Bibliothèque nationale au début des années 1900. Voilà, donc à l'arrière de la chambre de Napoléon Ier se trouve sa salle de bain. Et c'est un secteur ici, c'est une pièce qui, étant un peu à l'écart du reste des appartements ouverts à la visite libre, eh bien, la salle de bain de l'empereur fait partie d'un ensemble de pièces que l'on peut voir en visite-conférence, donc à la demande et en s'inscrivant préalablement. Donc on pénètre dans la salle de bain par cette première petite pièce qu'on appelle la pièce du portefeuille, où se tenait un huissier. Il faut quand même avoir présent à l'esprit que Napoléon Ier a mis en place une étiquette extrêmement stricte avec des contrôles pratiquement à toutes les étapes du circuit que pouvait emprunter un visiteur et qu'il n'y a qu'un tout petit nombre de personnes qui pouvaient approcher de l'empereur lui-même. Donc ici, une pièce qui servait justement à filtrer les visites, etc. Et voici la salle de bain proprement dite, qui là aussi est une pièce dont les boiseries remontent à l'époque de Louis XVI. Et pour la petite histoire ou le côté anecdotique de la chose, sous Louis XVI, eh bien, cette pièce a été la bibliothèque du roi, qui ensuite, après la Révolution, lors des travaux de Napoléon Ier, est transformée en salle de bain par l'architecte de l'empereur, de manière à venir compléter évidemment sa chambre qui se situe de l'autre côté, comme nous l'avons vu. Donc boiserie Louis XVI restait en place, simplement peinte en blanc, avec le fameux blanc de Compiègne que l'on connaît, et remeublée avec un mobilier de Jacob Desmalter, mais relativement singulier dans la mesure où ce n'est ni du bois doré ni de l'acajou, mais du bois clair, comme on peut s'en rendre compte ici, puisque avec les opérations de blocus mises en place vis-à-vis de l'Angleterre par Napoléon Ier, il a incité à utiliser les essences locales et l'on s'est mis donc à se tourner vers des bois tels que châtaignier, érable, etc. Donc un ensemble de sièges et le guéridon, accompagné bien sûr de la baignoire de l'empereur. Alors, de l'appartement de l'empereur, nous passons ensuite chez l'impératrice, qui possède évidemment un certain nombre de salons, à l'instar de son époux. Et nous sommes ici dans le salon de musique. Le salon de musique est une appellation qui remonte au Premier Empire,
à l'époque de Napoléon Ier et Marie-Louise, et qui, tel qu'on le voit aujourd'hui, après sa restauration intégrale achevée en 2012 environ, eh bien, a retrouvé son aspect Napoléon III, voulu véritablement par l'impératrice Eugénie, qui, elle, l'utilisait plutôt comme un salon de thé. L'impératrice, en fait, avait l'habitude de se faire servir le thé autour de 17 heures dans ses appartements, d'où le fait que nous ayons mis, par exemple, sur la petite table, les petites tables et le guéridon central, une partie de service de porcelaine de Sèvres destinée justement à cette collation. Et l'impératrice en profitait pour inviter à la rejoindre dans ce salon un petit nombre d'invités qu'elle tenait particulièrement à distinguer. Et donc, par exemple, ici, bien, entre autres, est venu prendre le thé avec l'impératrice Louis Pasteur. Alors, cette pièce, eh bien, elle reflète tout à fait le choix de l'impératrice Eugénie, ses goûts et sa propension pour le XVIIIe siècle français, puisque c'est elle qui a absolument choisi tous les éléments de mobilier et de décor, y compris les porcelaines, et qui a fait revenir dans cette pièce des éléments tout à fait insignes et prestigieux, comme le très beau mobilier de bois doré Louis XVI en provenance de Saint-Cloud, ou l'ensemble prestigieux de mobilier en laque de Chine avec les 4 armoires que l'on voit au pied des tapisseries et le petit bureau muni de cartonniers qui sont aussi des éléments du XVIIIe siècle qui proviennent d'un hôtel particulier parisien de cette période-là. Le salon de thé de l'impératrice Eugénie ou salon de musique, comme on l'appelle traditionnellement, communique avec la chambre de l'impératrice qui est dans son état du Premier Empire, c'est-à-dire l'état qu'ont connu Napoléon Ier et sa seconde épouse Marie-Louise d'Autriche. Donc une pièce véritablement somptueuse, extrêmement dorée, très recherchée, alors toujours avec un mobilier de bois doré de Jacob Desmalter, mais à cela s'adjoint un décor peint de Girodet sur le thème des saisons, pour les toiles que l'on voit encastrées dans les boiseries, mais aussi la partie centrale du plafond. Et ensuite, un ensemble évidemment d'objets décoratifs, des porcelaines de Sèvres, et notamment dans le fond de la pièce à gauche du lit, une commode du XVIIIe siècle, de la période Louis XVI, qui est une attention sans doute particulière de Napoléon Ier à sa seconde épouse, qui cherchait à rappeler par la présence de cette commode eh bien, la parenté entre Marie-Louise et Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, dont elle était la nièce, et qui, l'une comme l'autre, ont été reçues ici à Compiègne pour leur mariage avec les souverains. Dans la chambre de l'impératrice se trouve évidemment le mobilier de bois doré, mais également quelques objets d'ébénisterie qui, pour certains d'entre eux, sont de petites tables, dont celle-ci, qui est une petite table à écrire. Voilà, donc lorsqu'on l'ouvre, effectivement, on peut voir l'emplacement pour disposer ses plumes. Et puis, ensuite, eh bien, on peut régler l'inclinaison de la table avec les crémaillères métalliques et on peut donc décider de la mettre plus ou moins inclinée en jouant comme ça. L'impératrice donc possède un certain nombre de salons et ensuite, après la chambre de Marie-Louise, eh bien, nous avons certaines de ces pièces, de ces salons, le plus important d'entre eux étant ici le salon dit des Dames d'honneur, qui est le grand salon de réception rangé à l'étiquette. Voilà, nous sommes sur le perron de la salle à manger de l'empereur, donc sur la terrasse du château.
Donc terrasse qui est telle qu'on la voit aménagée au départ au XVIIIe siècle, et terrasse qui donne sur le parc qui a été créé sous Napoléon Ier, puisque en fait au XVIIIe siècle était prévu bien sûr un jardin à la française, qui n'a pas été réalisé à cause de la Révolution, et c'est Napoléon Ier qui demande à l'architecte Berthaud, qui est chargé de restaurer et de réaménager le palais sous le règne de Napoléon Ier, de créer également le jardin, puisque Berthaud est à la fois architecte et paysagiste. Et le principe, après un certain nombre d'hésitations, est basé sur un choix de jardin naturel, de jardin irrégulier, sans doute en partie au moins inspiré des jardins anglais de cette période-là, de façon à créer en fait une communication, un trait d'union entre le château et la forêt. Voilà. Et tout le parc est organisé autour, de part et d'autre, à la fois de la rampe qui va de la terrasse vers l'allée centrale du parc, et allée qu'on appelle l'allée des Beaumonts, qui fait pratiquement 5 km de long et qui est créée donc sous Napoléon Ier. J'espère que cet aperçu, petit aperçu, puisqu'il faut imaginer que les appartements historiques du château, c'est à peu près une quarantaine de pièces qui sont ouvertes à la visite. Ce petit aperçu vous aura donné une idée à peu près juste de la richesse de ce château royal devenu palais impérial par la suite. Envie de venir le découvrir et de découvrir ses multiples richesses, puisque c'est un château ou un palais, mais qui contient carrément 3 musées différents.